Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers collègues, je suis ravi de vous retrouver depuis la Direction générale de l'enseignement scolaire à Paris où je me trouve. Je suis très content de pouvoir échanger avec vous durant les 30 minutes qui me sont allouées pour vous parler de grammaire. Vous voyez apparaître actuellement à l'écran, je l'espère du moins, le titre de la courte communication que je vais vous présenter. De quelles connaissances syntaxiques les élèves ont-ils besoin pour accorder le verbe? Avant d'entrer dans ce sujet, nous allons parler très brièvement, dans un premier temps, des deux outils d'EGESCO qui sont désormais au service de l'enseignement de la grammaire au cycle 2 et au cycle 3. Le premier, dont vous voyez la couverture, est la grammaire du français, donc le tome premier consacré à la terminologie grammaticale. Ce volume est désormais paru, vous le connaissez, donc je n'en dirai pas davantage. Il appelait naturellement une suite parce que son contenu n'était pas didactisé. Il s'agissait en somme peut-être d'un ensemble sommatif des notions grammaticales qui doivent être connues de nos professeurs et également pour partie des élèves. Donc voilà, c'était une première pierre, pourrait-on dire, dans la construction de cette grammaire du français. Donc sans plus attendre, je passe tout de suite au tome 2 qui lui est à paraître, dont le tapuscrit est en cours de finalisation et pour lequel on peut espérer une parution au printemps. Je me limiterai à vous en présenter la structure, la construction des différentes sections. Contrairement au premier volume, comme je vous le disais, qui n'était pas didactisé, celui-là l'est, et il comportera, comme vous le voyez vous-même, 7 sections, 7 étapes pour chacune des notions qui sont présentées dans l'ouvrage. Donc, une première partie qui s'appelle « Définition pour l'enseignant », une deuxième « Objectifs et démarches d'apprentissage », une troisième « Comment faire identifier donc, le groupe sujet, par exemple, le verbe, ou comment faire identifier l'adverbe », critères et manipulations. Quatrièmement, une progression qui est distribuée entre les deux cycles et au sein des cycles entre les différentes classes, donc du CP au CM2. Ensuite, une rubrique « Comment bien construire les exercices » où seront détaillés, si je puis dire, le faire et le ne pas faire, c'est-à-dire au moment de la constitution des corpus, quels sont les dangers, les embûches qui vous guettent, en somme qui guettent nos professeurs dans la construction d'un corpus grammatical. Ensuite, des propositions d'exercices qui vous sont données de manière illustrative. Il n'y a aucune volonté d'exhaustivité, bien au contraire. Et enfin, une ultime rubrique, la numéro 7, intitulée « Ce que les élèves doivent retenir et maîtriser ». Donc, en somme, qui reprend pour partie la première section, à savoir définition pour l'enseignant, mais de manière simplifiée, dans une terminologie allégée, parce que, naturellement, on ne s'adresse pas à un élève de la même façon que l'on s'adresse à un enseignant. Mais les deux sont un petit peu en écho interne, pourrait-on dire. Voilà donc quelle va être la structure de ce tome 2, dont je rappelle que la parution est attendue à ce printemps, dès que l'ouvrage aura été totalement lissé et qu'il aura été maquetté. Voilà, donc c'était une façon peut-être de vous faire un petit peu de petits points d'actualité éditoriale sur les guides fondamentaux en cours de publication. Alors, je vous propose, donc, je vous rappelle le sujet de cette intervention, de cette brève intervention, de quelles connaissances syntaxiques les élèves ont-ils besoin pour accorder le verbe. Donc, dans une première partie, nous allons parler donc, naturellement de l'identification du sujet. Vous verrez que je vais structurer mon propos en 4 sous-parties. Qu'est-ce qu'un sujet? Quand introduire le sujet? Une démarche d'enseignement progressif du sens à la syntaxe. Et enfin, dernièrement, avant de passer à la suite, comment faire identifier le sujet. Alors, je rappellerai, je vais passer assez rapidement sur un certain nombre des premiers points donc dans mon paragraphe 1.1. Qu'est-ce qu'un sujet? Pour vous rappeler des choses évidentes, mais qu'il n'est peut-être pas inutile de rappeler à chemin faisant lors d'une formation, c'est-à-dire de bien stabiliser les connaissances avant de parler de leur didactisation. Alors, ce qui est très important, c'est d'avoir à l'esprit d'un point de vue syntaxique que le sujet, le groupe sujet, est le donneur d'accord. C'est lui qui va déterminer l'accord en genre, qui va déterminer l'accord en nombre, qui va déterminer l'accord en personne. Donc, il est absolument indispensable que le sujet soit clairement identifié parce qu'il est le donneur d'accord, donc celui qui détermine l'accord du verbe.
Donc dans les exemples très simples que je vous donne et que vous découvrez, on voit bien que c'est le sujet qui va déterminer l'accord du verbe. Un autre point qui est très important, je dirais presque davantage, dans ce qui va être ensuite conditionner l'accord du verbe, c'est l'identification d'un sujet d'un point de vue sémantique. Au moment où l'on introduit la notion, il est absolument fondamental que le sujet soit vu tout de suite comme un être animé, un être vivant, qui est celui qui fait l'action. C'est-à-dire, d'où les exemples très simples que je vous donne, Zoé mange un gâteau, ou bien Zoé est grande, parce que cette règle vaut aussi, si je puis dire, lorsque le verbe d'action est remplacé par un verbe attributif, donc dans une phrase toute simple comme Zoé est grande. Donc, puisque le sujet est déterminant dans l'accord du verbe, comme on vient de le voir, puisque le sujet est donneur d'accord. De la même façon, du point de vue sémantique, il faut qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible sur l'identification du sujet comme étant l'acteur, celui qui est vraiment responsable de l'action, celui qui porte l'action. Donc, naturellement, quand on est dans un verbe du type manger, jouer, sauter, etc. Donc, reprenons rapidement, deux éléments importants, le sujet est le donneur d'accord, et le sujet est celui qui fait l'action, ou bien qui est dans l'état qui est exprimé par le verbe attributif. Donc, autre élément important autre élément classificatoire important pour qu'est-ce qu'un sujet, c'est sa nature grammaticale. Alors, en tenant compte scrupuleusement des programmes du cycle 2 et du cycle 3, il n'y a que deux natures possibles, c'est celle du groupe nominal, la maison est grande, ou bien Jean est grand, donc ça, un sujet c'est un groupe nominal, ou bien ça peut être un pronom personnel. Nous les détaillerons tout à l'heure un peu plus, mais voilà, il n'y a que deux natures possibles. Et il sera très important, j'y reviendrai tout à l'heure, de présenter à nos élèves des exemples prototypiques simples, présentés sous forme de boules de neige, mais qui soient véritablement canoniques, pour montrer voilà, ce qu'est un sujet. Quelle peut être la forme d'un sujet, d'abord au cycle 2 et ensuite au cycle 3. Un autre élément important sur qu'est-ce qu'un sujet, eh bien, le sujet, dans la phrase type, dans la phrase déclarative type, le sujet, il est présent dans la phrase. Et pour reprendre l'ordre des mots français, c'est-à-dire sujet, verbe, objet, puisque nous sommes une langue dite SVO, où traditionnellement le sujet est en tête, le verbe en deuxième position et les compléments à leur suite, on va dire que traditionnellement, le sujet est en première position, il précède le verbe, et nous verrons quelques exemples de phrases où le sujet n'est jamais employé, par exemple dans des impératifs du type « ferme la porte », « ouvre la fenêtre », etc., où là, le verbe n'a pas de sujet exprimé. Voilà, donc c'était un premier élément, premier rappel sur qu'est-ce qu'un sujet. Puis, comme nous l'avons dit, pour accorder un verbe, il faut d'abord savoir ce qu'est un sujet. Alors, deuxième point sur lequel je passerai encore plus rapidement, quand introduire la notion de sujet, il y a deux groupes qui sont fondamentaux dans la construction de la phrase et dans l'architecture de la phrase, c'est le groupe sujet et le groupe verbal. Comme l'un détermine l'accord de l'autre, l'introduction des deux doit se faire concomitamment au cycle 2 en même temps, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc ce sont véritablement deux éléments qui doivent être présentés en même temps. Et comme on l'a dit précédemment, avec ce critère sémantique omniprésent à l'esprit, je présente un être animé ou animal ou être humain qui est véritablement quelqu'un de vivant et qui fait une action. Alors, ensuite, nous allons voir la démarche d'apprentissage, c'est-à-dire, une fois que j'ai cela à l'esprit, comment je fais, quelle est la démarche que j'utilise pour présenter justement le sujet. Et il y a deux approches, une approche sémantique et une approche syntaxique. Et c'est exactement ce que je vous ai dit à l'instant, que je ne fais que répéter, à savoir l'approche sémantique se fonde sur la qualité du sujet, c'est-à-dire le chat joue avec la pelote de laine. On identifie très clairement un être animé, le chat, et un verbe d'action jouer. Dans les parents achètent un gâteau, de la même façon, on identifie très clairement des êtres vivants qui accomplissent une action. Et il faut éviter, naturellement, dans cette première approche, parce que quel est le contre-exemple, en somme, que je pourrais vous donner, le contre-exemple sémantique, ce serait une phrase du type « l'Église domine la vallée ».
dans une phrase du type « l'Église domine la vallée », l'Église ne remplit aucune action, si je puis dire. Donc il est très important au cycle 2, au démarrage de la découverte de la notion, d'avoir des exemples qui sont indubitablement canoniques, avec ce sujet qui fait une action et le verbe, naturellement, qui est le verbe qui s'accorde avec ce sujet. Donc, cela fonctionne pour les verbes d'action, cela fonctionne également pour les verbes attributifs, la maison est vide, ou bien Enzo est content. Voilà, là, on peut, avec des verbes attributifs, aussi introduire des sujets inanimés pour ne pas biaiser ensuite la réflexion de l'élève et qu'il n'ait à l'esprit que le sujet n'est qu'un être inanimé. Voilà, mais vous le verrez, et j'y reviendrai tout à l'heure lorsque nous allons examiner les difficultés qui sont les nôtres dans l'enseignement et quelles sont les pistes de remédiation, mais l'approche sémantique est citée par moi à dessein en premier parce qu'elle est vraiment cardinale, elle est indispensable. Alors, une fois que l'on a vu cette approche sémantique, voyons rapidement l'approche syntaxique. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai préparé dans la diapositive qui s'affiche à l'écran quelques exemples prototypiques qui tiennent compte scrupuleusement de nos programmes. C'est-à-dire, quelle est la forme que peut avoir un sujet au cycle 2 ? Les choses sont très simples. Donc, dans la catégorie des groupes nominaux, ça peut être un nom propre tout seul, ou bien les autres structures que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire comportant l'article défini ou indéfini, enrichi d'un adjectif antéposé ou postposé, ou bien un pronom personnel. Et naturellement, au cycle 2, le nom propre et le groupe nominal simple doivent être priorisés par rapport au pronom personnel parce qu'il est plus parlant, plus représentatif pour des enfants. Donc voilà, et ces groupes nominaux qui peuvent faire l'objet d'un affichage en classe sont très importants parce qu'il faut montrer en somme ce que j'appellerais à l'élève des savoirs clos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 50 catégories de sujets au cycle 2. Voilà, il n'y en a que 5 telles que je vous les présente. Et c'est vraiment très important d'avoir cet esprit que le sujet n'est pas une notion foisonnante. Elle l'est dans l'absolu lorsqu'ensuite on poursuit les apprentissages au cycle 4. Mais pour le cycle 2, nous n'avons que 5 schémas prototypiques. Au cycle 3, dans la diapositive suivante, ce schéma par boule de neige va s'enrichir avec l'ajout des déterminants possessifs ou des déterminants démonstratifs et, in fine, avec l'ajout du complément du nom, du groupe nominal prépositionnel complément du nom, pour parvenir, en somme, au schéma maximal du cycle 3 tel que je vous les voyais apparaître dans les dernières lignes de la diapositive, ce court devoir de mathématiques, ou bien mon petit cahier de mathématiques, où nous avons à la fois un déterminant, en l'espèce le déterminant possessif, un adjectif, un nom, et un complément du nom. Voilà, donc ça c'est le schéma maximal au cycle 3. Et donc là encore, je vous recommande cet usage de tableaux synoptiques qui redonnent les schémas possibles des sujets, parce que cette identification du sujet va être déterminante pour la suite, c'est-à-dire l'accord avec le verbe et les difficultés qui vont être celles de nos élèves. Alors, point suivant, et pardonnez-moi si je vérifie l'heure, nous allons voir très rapidement comment faire identifier le sujet, comment l'extraire de la phrase par des moyens tout simples. Alors, je vais vous donner Je vous fais rapidement 4 propositions. La première, c'est la question qui est-ce qui, qu'est-ce qui. Donc pour un être animé, le sujet répond toujours à la question qu'est-ce qui. Exemple, qu'est-ce qui miaule? Le chat miaule. Il s'agit d'un élément très simple qui permet d'extraire le sujet de la phrase. Si c'est un être inanimé, la question est qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui grince? La porte grince. Vous remarquez à dessein que je choisis toujours des noms immédiatement compréhensibles par l'enfant, le chat, la porte, miauler, grincer, c'est-à-dire des réalités qui sont immédiatement discernables et compréhensibles par l'enfant parce qu'on n'ajoute pas une difficulté à une autre en faisant découvrir une notion. Donc, première piste d'identification de sujet, la question qui est-ce qui, qu'est-ce qui. Deuxième possibilité, c'est le présentatif c'est qui est également très pratique parce qu'il nous permet, c'est le sujet est le seul constituant de la phrase qui puisse être extrait d'une phrase avec ce présentatif c'est qui. Donc, c'est le chat qui miaule, le chat miaule. C'est la porte qui grince, donc la porte grince. C'est une formule en plus, c'est
une formule qui est emphatique, que les enfants n'ont pas, cette forme de phrase n'est pas au programme des classes, mais elle est très fréquente dans le langage oral, elle est familière aux enfants qui le disent « c'est moi qui », etc., « c'est toi qui », donc c'est une formule qu'ils connaissent et qui va être utile pour l'identification du sujet. Alors, autre critère que l'on peut utiliser, mais vous verrez, c'est la raison pour laquelle je vous mets à chaque fois prudence entre parenthèses, toujours dans les critères d'identification du sujet, on peut dire que le sujet est difficilement effaçable, mais nous verrons tout à l'heure qu'il faut être prudent en maniant ce critère. Autre et enfin quatrième et dernier élément d'identification du sujet, dans la phrase déclarative, le sujet précède généralement le verbe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le cadre de notre langue, qui est une langue dite SVO. Je me permets un petit excursus sur ce point, quand je parle d'une langue SVO, sujet, verbe, objet. Quand on est confronté, quand on a devant soi en classe ordinaire des élèves qui sont allophones ou des élèves que cette allophonie, quel que soit le critère de cette allophonie, c'est-à-dire que nous ayons affaire à des élèves étrangers scolarisés en France ou bien des enfants français issus des territoires ultramarins mais dont le français n'est pas la langue maternelle, il faut toujours avoir à l'esprit que ce qui nous paraît une évidence pour nous, à savoir de dire la porte grince ou le chat miaule, ne l'est pas pour tous les idiomes, mais loin de là, et que de nombreuses langues pratiquent plutôt l'ordre contraire, c'est-à-dire avec le sujet qui suit le verbe. Et donc, toujours avoir à l'esprit ce que j'appelle un peu la lutte contre l'évidence, parce que ce qui est évident pour nous ne l'est pas pour nos élèves, et l'est d'autant moins pour nos élèves, pour certains de nos élèves allophones. Alors, rapidement, je vous propose dans une deuxième partie de voir 6 difficultés qui sont fréquemment observées, qui sont récurrentes dans l'accord du sujet avec du verbe. Je les ai classées en 2 catégories d'inégale importance. La première, c'est l'obstacle phonétique dont parlait tout à l'heure Madame Brissot. Nous avons en français le problème d'avoir des marques de personnes qui sont muettes. Je cite à dessein les verbes du premier groupe « tu chantes » et « il chante », parce que les verbes du premier groupe sont les premiers qui sont appris par nos élèves. Le problème de « tu chantes » et « il chante », c'est que si vous enlevez le pronom personnel, eh bien, vous n'entendez pas le S, vous n'entendez pas la désinence NT, et donc quand on dit « je chante »,« tu chantes »,« il chante » et au pluriel « il chante », même le pluriel devient extrêmement compliqué par rapport au singulier, parce que phonétiquement, à l'oral, « il chante », on ne peut pas discerner s'il s'agit du singulier ou du pluriel. Et comme le disait Madame Brissot tout à l'heure, le fait qu'il y ait ces consonnes qui sont muettes, eh bien cela peut créer chez un élève la confusion avec le pluriel nominal et donc une orthographe « ils aiment », parce que l'élève a bien retenu que le S est un marqueur du pluriel et par confusion, il va l'utiliser également pour une forme nominale, pour une forme verbale, d'où une graphie « ils aiment ». Donc ça, c'est un problème, si je puis dire, l'un des nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors, ensuite, je les ai rassemblés ensemble par souci de commodité. Nous avons également des problèmes syntaxiques qui sont causés, qui se rencontrent au moment de l'accord du verbe. Alors, je me bornerai à en présenter 5. Ils sont un petit peu peut-être classés plus ou moins par difficulté croissante, mais encore on pourrait revoir peut-être ce classement. Le premier, on le voit, c'est le chat et le chien, c'est-à-dire l'accord d'un verbe au pluriel dont les 2 sujets sont au singulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet qui est au pluriel, ce sont 2 sujets au singulier coordonnés qui entraînent un accord au pluriel. Deuxième cas de figure, le chat des voisins miaule ou les chats du voisin miaule, c'est l'influence pernicieuse, pourrais-je dire, du complément du nom, du groupe nominal prépositionnel des voisins ou du voisin, qui en raison de sa proximité avec le verbe, proximité qui éloigne le sujet du verbe, va créer naturellement, de manière fautive, un accord au pluriel dans le premier cas, ou bien un accord au singulier dans le deuxième cas. C'est-à-dire qu'on pense uniquement aux voisins ou bien aux voisins au singulier, et à partir de là, l'accord, naturellement, est faussé. Un autre cas, par exemple, pour le plus très spécifique au cycle 3, le cas du pronom personnel objet, les souris, le chat les attrape. Là encore, une fois, la forme les du pronom personnel objet peut fausser l'accord du verbe attraper.
Nous avons également le cas du sujet inversé dans la phrase déclarative, parce que j'avais fait le choix, pour simplifier mon propos et compte tenu du temps qui m'était imparti, de ne pas parler de l'inversion du sujet dans les phrases interrogatives, mais même dans les phrases simples, déclaratives, sur la route passent des camions, nous pouvons avoir des cas où le sujet se trouve post-posé. Voilà, donc encore un exemple de difficulté. Autre exemple, et vous vous rappelez, je vous en parlais tout à l'heure également, quand j'avais mis à chaque fois les deux parenthèses prudence. Donc la première s'appliquait à celle-là, donc sur l'ordre des mots dans la phrase simple. Attention, un sujet, on ne peut pas dire qu'un sujet est toujours antéposé, la preuve avec cet exemple simple. De la même façon, quand on me disait que le sujet est difficilement effaçable, eh bien dans le cas de phrases, de propositions qui sont comme ici à la fois juxtaposées et coordonnées, Hugo est arrivé, a retiré son manteau et à saluer la maîtresse, le sujet est mis en facteur commun. Donc, voilà, à l'issue de cet exposé, un certain nombre de difficultés qui vont se poser à vous, qui vont se poser à nous, c'est-à-dire comment résoudre ces difficultés, qui relèvent à la fois de la phonétique, avec des marques de personnes et en même temps de nombres qui sont muettes, et c'est un problème qu'elles soient muettes, d'autant plus qu'elles concernent les verbes du premier groupe, qui sont donc, comme je vous l'ai dit, les premiers de l'apprentissage, mais également des difficultés syntaxiques. Et naturellement, lorsque les verbes que l'on emploie sont des verbes du premier groupe, toutes les difficultés se combinent, c'est-à-dire aux écueils phonétiques s'ajoutent les difficultés syntaxiques. Alors, rapidement, je regarde le temps et j'ai parlé bien vite, donc nous aurons peut-être quelques temps pour revenir sur quelques-uns de ces points. Alors, comment remédier aux difficultés qui sont inhérentes à notre enseignement? Alors, quelques exemples très rapidement. Quand on regarde le problème que posent des formes du type « tu aimes » et « ils aiment », cette difficulté peut être levée, peut-être certains peut-être d'entre vous y ont pensé ou d'autres non, peut être levée par le recours au latin. Le latin présente l'avantage que toutes ces consonnes sont des consonnes qui se prononcent. Donc, tu aimes et son équivalent latin amas fait très clairement entendre la consonne S comme marqueur de la deuxième personne du singulier. De même que quand on dit ils aiment, son équivalent latin qui est un calque, amant, fait très clairement entendre le N et le T, dont on a dit tout à l'heure que son identification posait, enfin pas seulement son identification, mais également sa mémorisation et son réemploi. Donc voilà un exemple de procédé pour permettre au début des apprentissages de faire entendre ces consonnes que nous ne pourrions pas faire entendre en travestissant la prononciation du français. Donc le passage en somme par le latin permet de faire entendre ces deux consonnes qui n'existent pas, qui ne se prononcent, qui sont des consonnes quiescentes en français, qui se reposent, c'est-à-dire que l'on n'entend pas. Alors, autre démarche. Comment remédier aussi à ces difficultés? La primauté dans l'analyse de la phrase doit être accordée au sens, c'est-à-dire d'éliminer le langage grammatical, d'où la raison pour laquelle je vous recommande au moment de l'introduction de la notion, de prioriser, de privilégier les êtres animés. Il est très important qu'avant d'analyser une phrase, de savoir en somme où en est le sujet d'un strict point de vue grammatical, la priorité, c'est de la comprendre, c'est-à-dire en somme, je dirais presque de la visualiser. Et il est important pour cela, au moment de la découverte de la notion, d'utiliser en classe des supports visuels, des éléments qui permettent à l'enfant de voir ce qu'est une phrase, je dirais presque de la toucher et avec des autocollants, de pouvoir manipuler ces éléments constitutifs. C'est-à-dire la phrase ne doit pas être désincarnée, elle doit se voir, on doit pouvoir la toucher. Alors, également dans cette approche qui enlève toute part d'anxiété à l'élève, je dirais aussi qu'il faut presque éliminer tout discours grammatical d'une certaine façon et mettre l'enfant en position de faire une démarche d'enquête. C'est-à-dire la grammaire, ce sont, pourrait-on dire, pour éviter en somme, le rebutoire que peut considérer le vocabulaire grammatical, je dirais presque, c'est de présenter l'analyse d'une phrase comme une énigme à résoudre.
Et donc, on part du sens et on met l'enfant en position d'enquêteur. Il y a une énigme à résoudre. On part d'une phrase simple, et cette phrase simple, eh bien, elle comporte un mystère. Ce mystère est le suivant, c'est quel est le sujet ou bien quel est le verbe. Donc, on arrive, nos fins demeurent, notre objectif final demeure le même, c'est-à-dire c'est de construire la phrase et petit à petit d'ajouter des compléments, mais pour que cette phase ne soit pas anxiogène, la leçon de grammaire devient une enquête policière, ce sont des énigmes à résoudre, mais qui fait quoi, etc. Et je crois que c'est une façon d'enlever justement la peur que la grammaire peut être inspirée à nos enfants, parce qu'il est très difficile de passer d'un usage fonctionnel de la langue, c'est-à-dire de parler tous les jours d'avoir la langue comme usage social, et de le transformer en objet d'étude, c'est-à-dire un objet réflexif où cette fois-ci on s'interroge sur la langue. Qu'est-ce que le sujet? Qu'est-ce que le verbe? Et ce passage, en somme, de cet usage social, fonctionnel, à un usage d'objet d'étude est extrêmement compliqué. L'autre piste de remédiation que je vous recommande aussi, c'est ce que j'appellerais la déconstruction de la phrase, c'est-à-dire d'ajouter un sujet, de le remplacer par un autre, de faire des substitutions, c'est-à-dire Zoé regarde le chat, Zoé devient Théo, c'est-à-dire avec encore une fois, ou bien le chat regarde le chien, etc. C'est-à-dire de penser à déconstruire la phrase, à la renouveler, à enlever des éléments, à les substituer, c'est-à-dire avec des traits verticaux qui montreraient le sujet d'un côté, des sujets qui sont permutables entre eux, c'est-à-dire qui sont cohérents avec le verbe. Une fois que l'on a mis le verbe, on en ajoute un autre. Mais véritablement, la priorité doit être accordée au sens, à cette leçon de grammaire qui devient une enquête policière, en somme, et au sein de laquelle, démarche policière au sein de laquelle, les éléments se prennent, s'enlèvent, se remplacent, se permutent et se substituent les uns aux autres. Voilà. Je crois que j'ai à peu près terminé, qu'il ne me reste qu'à vous saluer très chaleureusement, en quelque endroit que vous soyez, et au plaisir de vous retrouver en d'autres occasions pour parler de la grammaire. Voilà, chers collègues, je vous souhaite le meilleur et je serai ravi de répondre à vos questions si vous souhaitez en poser par le biais du chat. Voilà. Encore une fois, grand merci à vous pour votre écoute.